Ça commence bien, mais il n'y a pas de micro. Si ça est bien, bon, moi ce Boubru, c'est quand même mieux que Zemmour et Nolo. Merci, bise. Bonjour à tous. Voilà, nous voici à ce débat de clôture de la 8e édition de Medfel. Je vais faire une confession pour commencer. Donc c'est le 8e rendez-vous que nous avons ensemble. On a organisé donc je ne sais pas combien, plus de 100 débats. Et le débat d'aujourd'hui a été le plus dur et le plus compliqué à organiser. Nous avions voulu inviter les organisations environnementales venir débattre avec les producteurs de fruits et légumes sur la question des pesticides. Nous en avons invité plus d'une dizaine. Nous les avons relancés. Et relancés. Et relancés. J'en ai découvert que j'ignorais même l'existence. Personne n'a voulu venir pour des raisons toujours probables ou certaines. Manque de temps. Perpignan, c'est trop loin. Il y en a aussi qui n'ont pas répondu. Voilà, dont acte, on va en parler, mais il fallait le dire au départ. Donc aujourd'hui, notre débat va être sur quel dialogue entre la production de fruits et légumes et la société sur cette question des produits phytosanitaires, des pesticides, des traitements des cultures dans la production de fruits et légumes. Juste une anecdote quand même, une des organisations invitées, et celle-là, elle ne m'a pas répondu, donc je peux la citer. Greenpeace a fait avant-hier dans Perpignan une manifestation contre les pesticides. Elle n'avait qu'à venir aujourd'hui et elle aurait pu s'exprimer. Voilà, Michel, je te laisse présenter nos invités. Bonjour. Bon, donc, pour ce débat, nous avons le plaisir d'accueillir honneur aux dames Delphine Borne, qui est juriste à la Famille de France, Louis Orenga, directeur d'Interfel, Daniel Sauvêtre, président de l'Association nationale Pomme-Poire, et Stéphane Lisler, qui est porte-parole de l'UIPP, l'Union des industries de la protection des plantes. Vous êtes également responsable du département communication chez Bayer. Alors pour commencer, j'ai quand même envie de faire un tour de table et vous demander à chacun comment vous interprétez cette absence des organisations environnementales à ce débat. Alors Louis pour commencer peut-être, et puis Delphine, et puis chacun. Bien, je trouve ça regrettable, autant pour eux que pour nous, puisque par définition, si on veut travailler ensemble à une construction future, il faut par essence qu'on dialogue. Et qu'on dialogue au niveau collectif et institutionnel, parce qu'on peut toujours, une organisation peut toujours aller voir tel ou tel opérateur, telle ou telle entreprise. Et on arrive à une situation où ça devient plus du marketing, de la com, que de vraies solutions du champ des possibles. Et je dois dire que là, il y a une vraie différence, si je regarde sur les 20 dernières années, entre une prise de responsabilité dans le dialogue des associations de consommateurs qui, sans perdre leur âme, tout en défendant leurs valeurs, ont su créer des liens. Des fois, souvent d'ailleurs, il y a des échanges, pas toujours faciles, mais il y a un dialogue. C'est tout à fait dommage qu'à chaque fois qu'on essaye sur le plan global, collectif et institutionnel d'entamer ce dialogue, on n'y arrive pas. Et ce que vous avez constaté là, on l'a aussi assez souvent constaté. Alors, on ne va pas se décourager. On va continuer à essayer institutionnellement de les rencontrer pour voir si on doit bâtir quelque chose ensemble, qu'on prenne en compte ce qu'ils souhaitent, mais qu'ils prennent aussi, même si des fois ça va à l'encontre de leurs idées reçues aussi, qu'ils acceptent qu'on a aussi des contraintes, mais qu'on progresse. Voilà. Donc sans dialogue, ça me paraît quand même très compliqué, donc on ne peut le regretter, mais encore une fois, on le regrette nous et on le regrette pour eux aussi. Daniel Sauvêtre, vous avez essayé d'organiser ce dialogue. Je me rappelle que l'an dernier, vous avez invité des organisations à venir voir les vergers et ça a été la même réponse finalement. Ça a été la même réponse, mais quand même, je ne veux pas les défendre, mais je me dis que venir face à Zemmour et Nolo, on peut hésiter. Non, c'était une plaisanterie. Il faut.
Non, mais je pensais que finalement, ils ont dû avoir un peu la même réaction que l'on peut avoir nous-mêmes quand on est invité dans nos petites villes, parce que tel jour, il y a une rencontre qui est organisée avec un public qui est totalement militant, et là, on demande à l'agriculteur de venir pour participer à un débat au milieu d'organisations non gouvernementales qui sont très militantes. Et franchement, je vois beaucoup de mes collègues où il a dû m'arriver moi aussi de me mettre au vert ou de me faire porter pâle. Et donc je pense qu'il peut avoir un peu la même réaction en se disant « Oh là, je suis dans un salon, ce sont des professionnels, je suis exactement dans ce monde que je dénonce, mais il m'est plus facile de le faire dans la rue à Perpignan qu'ici sur un plateau parce que je ne suis pas sur mon terrain. » Je crois que c'est ça. Mais comme l'a dit Louis, peut-être que justement, il y a peut-être des journalistes dans la salle qui pourront leur dire on les aime, on a envie de les voir, il n'y a pas de problème. Si jamais ils viennent autour de la table, on discutera. C'est pas, on est justement pour le dialogue. On pense qu'on peut résoudre tellement de choses par le dialogue qu'on a besoin de se parler, on a besoin de se rencontrer. Voilà, c'est le message qu'on va avoir. Mais si je voulais être plus polémique, je dirais que c'est vrai qu'il démontre une fois de plus qu'il préfère d'autres terrains que celui de la discussion. Allez, Delphine Borne veut réagir tout de suite. Parce que j'entends le mot dialogue depuis tout à l'heure. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Alors déjà, en premier lieu, moi, je ne juge pas, je ne me permets pas de jugement sur la présence ou pas, après ça leur appartient. Nous, Famille de France, on est une association de défense des consommateurs. Et justement, en parlant de dialogue, nous, on est vraiment une association pour le dialogue avec les professionnels. On dialogue avec énormément de secteurs différents. Et justement, l'interprofession des fruits et légumes fait partie de ces secteurs-là. Et justement, ça nous permet, c'est une instance dans laquelle on peut faire part de nos positions. Nous, par exemple, la Famille de France, on n'est pas contre tout, on est là justement pour pouvoir dialoguer, échanger, s'informer, faire part de nos positions, et justement, c'est la raison de notre présence ici. On a voulu venir pour pouvoir discuter avec d'autres acteurs du milieu. Et on vous en remercie. Stéphane Diesler, vous êtes porte-parole de l'UIPP, vous êtes pour le dialogue, vous? Oui, effectivement, nous sommes pour le dialogue. Moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que d'abord, je n'ai pas d'autres commentaires que ceux qui ont été dit autour de la table, sauf que nous sommes, nous, très contents de pouvoir établir ce dialogue avec les professionnels, les producteurs, les représentants des producteurs, les représentants de la filière, les représentants des consommateurs, et que je pense que ce dialogue est absolument nécessaire sur des sujets qui font souvent l'actualité, qui prêtent souvent un débat, et qu'on ne peut avancer que si nous sommes tous autour de la table et que nous pouvons parler de manière factuelle sur des sujets qui effectivement prêtent à discussion. Vous venez de nous donner le titre du débat d'aujourd'hui, parce que finalement on ne le savait plus. Fournisseurs, producteurs, consommateurs, le dialogue nécessaire. Avant de rentrer dans le sujet, Delphine Borne, j'ai une idée qui m'est venue tout à l'heure. Les associations de consommateurs, vous êtes 15 reconnus par les pouvoirs publics. Pourquoi on ne peut pas faire ça avec les organisations environnementales? Parce que en préparant ce débat, j'en ai découvert des dizaines dont j'ignorais l'existence. Vous êtes représentatif. Comment ça fonctionne et pourquoi on ne peut pas transposer ce modèle avec ces organisations environnementales? Alors déjà, je vais vous présenter, nous, comment ça fonctionne pour la défense des consommateurs. Après, je ne connais pas assez le secteur des ONG. Nous avons un agrément délivré par l'État qui est renouvelé tous les 5 ans. Nous devons après justifier de notre activité tous les ans. Et justement, notre activité est strictement contrôlée, le nombre de permanences de défense des consommateurs que nous avons sur le territoire, le nombre d'heures de permanence, de lieux, le nombre de litiges traités, le nombre d'informations qu'on transmet, le nombre de formations qu'on fait à nos bénévoles. Donc tout ça, c'est fait partie de nos multiples activités. Et donc on a ce contrôle étatique très strict. Et voilà, des agréments ont déjà été retirés, puisqu'aujourd'hui nous sommes 15, nous étions 17 il y a quelques années encore. Donc voilà, nous, la façon dont on fonctionne. Du coup, on a chacune, on est 15, donc on a chacune, donc notre fond vraiment de notre conviction, c'est la défense du consommateur, mais on a chacune des casquettes un petit peu différentes en fonction de nos origines. Voilà, nous, comment on fonctionne. Après, on est régi par le droit de la consommation. Après, je ne peux pas vous dire au niveau des ONG leur fonctionnement. Je n'en connais pas plus. Louis Orenga,
c'est votre job de suivre tout ça. On ne peut pas transposer ce modèle-là, parce que finalement, les organisations environnementales, il y en a des dizaines, certaines peut-être ne représentent qu'elles-mêmes. On ne peut pas transposer ce modèle-là, ce ne serait pas positif. Comme ça, on aurait des interlocuteurs reconnus. Moi, je pense que ça serait une bonne chose. On parle, nous, des interpressions. Pour être interpression, on doit être reconnu, suivant des règles communautaires, on doit être représentatif. Sinon, on n'a pas le droit, on n'est pas reconnu, on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait. Et l'avantage de la reconnaissance, c'est que ça stabilise aussi les organisations. Parce que le gros problème auquel on est confronté, c'est que des fois, quand on n'est pas reconnu, quand on n'est pas stabilisé, quand il y a trop d'organisations, il y a une certaine compétition qui se font entre elles. Et ce que je regrette toujours, c'est que quand les associations dialoguent avec nous, il y a des fois on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Puis il y a quand même de nombreuses fois où on est quand même d'accord. Et là, on a des difficultés à ensemble dire voilà, grâce à une association qui a bien voulu dialoguer avec les professionnels ont dû faire évoluer les choses parce qu'ils n'avaient pas pris en compte un certain nombre de demandes légitimes des ONG ou d'une association de consommateurs. À l'inverse, ils ont pris en compte le champ du possible et qu'il vaut mieux se dire pour l'instant on ne peut pas, on a une démarche de progrès, plutôt que de dire oui, oui, on va le faire, puis sachant qu'on ne pourra pas le faire et recréer une crise 2 ans après. Et là, il faut avoir la capacité ensemble à dire tiens, on a trouvé un accord et valoriser les gens qui dialoguent avec nous. Alors qu'actuellement, le système, sans porter de nom ou de préjudice à tel ou tel, le système fait que quelqu'un qui va plutôt ne pas dialoguer et être sur d'autres terrains, comme le disait le président Sommer, va tirer plus de bénéfices dans son activité que ceux qui vont être d'accord pour dialoguer. Parce que le dialogue et qu'on arrive à faire quelque chose, ben c'est moins bien après vendu que, j'allais dire entre guillemets, d'être sur d'autres terrains ou dans l'opposition. Et ça, tant qu'on n'arrivera pas à démontrer à l'opinion publique qu'une association qui dialogue fait vraiment avancer les choses pour les gens qui l'ont mandaté et font plus avancer les choses que les gens qui ne veulent pas dialoguer, on aura toujours ce problème. Moi, je voudrais parler de non-dialogue. Justement, on en a une parfaite illustration aujourd'hui avec la publication de la carte des victimes des pesticides en France par l'ONG Génération Future. Cette carte dénombre un peu plus de 200 victimes. Alors, Daniel Sauvêtre, Stéphane Disler, comment réagissez-vous à la publication de cette carte ? On ne régit pas bien. C'est vraiment, c'est pas une bonne nouvelle cette carte. Enfin, imaginez quand même quand on livre en pâture à l'ensemble des lecteurs cette carte de France avec des témoignages sans vérification particulière, même si jamais on peut légitimement penser que les gens qui ont témoigné ont ressenti réellement quelque chose qui les a amenés à se manifester. Mais comment accepter qu'on puisse comme ça faire ce type de publication quand on raisonne un petit peu aux implications que ça va avoir immédiatement derrière. Moi j'ai ressenti dans ma région des agriculteurs qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas dans ces débats permanents mais qui immédiatement se sont sentis dans la possibilité d'exercer leur métier. Et là encore, si on pouvait faire en contrepartie un peu de travail d'investigation et d'analyse, peut-être on pourrait voir toute la mécanique qui est en œuvre, les effets pervers que cela va avoir, le fait que l'on donne la parole et que les premiers qui prennent la parole ne sont pas forcément ceux qui légitimement auraient le plus de choses à dire, mais on crée des opportunités qui peuvent être dangereuses. Enfin, tout ça, c'est quand même une ambiance détestable. Et moi, de tout ce que l'on a vécu récemment dans les communications des ONG, c'est peut-être celle-ci qui me fait le plus peur. Ça a quelque chose qui ressemble un peu à un appel à la délation. C'est-à-dire qu'on donne la parole à tout le monde et chacun va pouvoir dire quelque chose de non vérifié, mais qui aura un impact et qui va libérer la parole d'un autre. Est-ce que tout ça est bien sain ? Franchement, non. Moi, je pense que on peut être inquiet de l'ambiance qui va se tendre entre les agriculteurs et ces organisations qui, à mon sens, comme ça a été évoqué autour de la table, qu'est-ce qu'elles auraient beaucoup plus à gagner à être présentes ici autour de la table, à ce que l'on négocie. Mais je sais bien aussi, c'est comme peut-être pour un journal, si jamais j'ai pas un scoop avec une mauvaise nouvelle, peut-être que j'aurai moins
moins de lecteurs. Et peut-être que si jamais on entre dans un dialogue apaisé, il sera plus difficile pour ces organisations finalement à lever des fonds. Alors peut-être, j'ai entendu avec plaisir finalement que l'association de Delphine, elle doit montrer patte blanche en fin d'année pour dire quelle est la nature de son action, l'ampleur. Et alors que ce qui nous pose problème quelquefois avec les ONG, c'est quand on creuse un petit peu, eh bien, c'est que derrière, c'est un peu moi-même qui m'annonce comme, mais ne représente pas grand monde si ce n'est moi-même, et puis je tire une légitimité médiatique sans commune mesure avec ce que je représentais à côté, la masse des agriculteurs ou des organisations qui légitimement pourraient être interrogées, on ne les appelle même pas. C'est-à-dire qu'on a une voix unique de personnes qui intéressent parce que médiatiquement ça pourra faire le buzz, et à côté toute la voix de la raison ou de la représentativité disparaît. Voilà. Stéphane Disler, quelle est la réaction de l'UIPP à la publication de cette carte? Bien sûr, nous aussi, d'abord, on peut être que touché par la souffrance des personnes, enfin des témoignages des personnes dans cette carte de France, bien évidemment. Bien évidemment. Une fois qu'on a dit ça, après, on peut avoir aussi une réflexion en se disant, ok, on joue là sur l'émotion, purement sur l'émotion, parce que quand on analyse les choses et quand on regarde les choses d'une manière un peu plus factuelle, on s'aperçoit que ce qui est montré dans cette carte de France ne représente absolument pas ce que des scientifiques sont en train de démontrer depuis de nombreuses années. Je vais prendre comme appui, comme preuve, l'étude Agrican qui est faite maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. C'est une cohorte de 180 000 personnes qui sont des utilisateurs de produits phyto ou qui sont en contact direct ou indirect avec les produits phyto. Et cette étude Agrican, qui est une étude totalement neutre, bien évidemment, montre qu'aujourd'hui, le niveau de cancer, par exemple, auprès des agriculteurs est largement inférieur au taux de cancer qu'on voit dans la population française. Donc aujourd'hui, s'il y avait un scandale de santé, je pense que ce type d'étude le montrerait bien avant ce type de message très médiatisé qui joue uniquement sur l'émotion et sur la peur et qui veut mettre en confrontation des systèmes les uns contre les autres, alors que tous autour de la table, là on est tous pour aller vers plus de dialogue. Et je ne pense pas effectivement que c'est quelque chose qui permette de faire avancer ce débat et de préconiser un dialogue serein. Delphine Borne, au final, personne n'est gagnant parce que le consommateur est perdu face à ces messages anxiogènes qui sont envoyés régulièrement et de plus en plus rapidement. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Oui, alors effectivement, il y a des messages divers et variés qui passent par les médias, qui sont source d'inquiétude. Et justement, je reviens au dialogue que nous nouons avec différents professionnels, l'interprofession des fruits et légumes par exemple, avec le comité consommateur. Souvent, cette instance-là nous permet, nous, d'avoir des informations des plus scientifiques, des plus objectives, qui nous permet, nous, après, de pouvoir faire des retours aux consommateurs qui sont plus justes, qui correspondent en fait à la réalité, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans les médias. Et ça, pour nous, c'est énorme et c'est très riche. Et nous, on s'appuie vraiment sur ce dialogue-là parce qu'on considère que souvent, on nous interroge et on va nous dire il y a tel article, est-ce que vous pouvez, les médias nous interrogent, est-ce que vous pouvez intervenir ? Non, on ne connaît pas un sujet, on entend un scandale médiatique, on veut savoir plutôt l'origine et la fiabilité et pas une interprétation qui a déjà été faite. Donc vraiment, le dialogue avec les professionnels, pour nous, est indispensable. Donc, Daniel Sauvêtre, je crois qu'il y a une ouverture là. Il y a un message à faire relayer par les consommateurs sur votre métier, la façon dont vous le faites, et puis le tapage qu'il y a autour des pesticides. Je crois qu'il faut remettre le débat à l'endroit. Et là, je pense que les associations de consommateurs sont peut-être là pour faire relayer ce message. Finalement, c'est pas Greenpeace qu'il faut inviter dans vos vergers, c'est Delphine. On est invité d'ailleurs, je me permets, justement via Delphine l'interprofession des fruits et légumes. Pas de souci. Comme d'autres. Delphine et ses camarades des autres organisations. Oui, sûr, tout à bien fait. sûr, On bien est très sûr. nombreux, donc on fait partie du comité consommateur de l'interprofession des fruits et légumes et on a visité des vergers, des exploitations, des lieux de conditionnement, effectivement, oui.
Et c'est devenu maintenant, alors je parle pour la pomme et la poire, mais je pense que d'autres filières vont agir de la sorte. Aujourd'hui, justement, ça nous a mis face à notre responsabilité qui est que nous devons prendre la parole et raconter la vraie histoire de ce que nous faisons dans les vergers et pas simplement être en réaction quand il y a telle ou telle attaque, mais nous avons un devoir d'information, d'explication, d'accueil du public, de montrer les progrès que nous faisons, ce que nous avons encore à faire. Et ça, ça doit être notre démarche permanente, positive, et dont le calendrier ne doit pas être rythmé par les attaques des uns et des autres. Alors, si je devais juste évoquer à chaque fois que quelque chose est un peu monstrueux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure pour la carte de France, ça arrive à un moment aussi où depuis quelques années, on a pris conscience, on sait que l'application d'une protection phytosanitaire doit être confinée sur la parcelle à laquelle elle est destinée. Et on sait que ce n'est pas si simple, parce qu'il y a du vent, il y a du matériel utilisé. Donc l'essentiel du travail aujourd'hui, il est sur ce terrain. C'est-à-dire que l'application d'une protection phytosanitaire, elle doit se faire sur la parcelle, et on doit éviter d'importuner le voisinage avec. Mais ça met des responsabilités à nous tous. C'est-à-dire que l'élu de la commune qui fait son plan local d'urbanisme, eh bien, il doit organiser les futures zones d'habitat avec des zones de protection, parce que sinon, il deviendra invivable de faire coexister des habitants avec des agriculteurs. Donc ça veut dire qu'on doit homologuer des barrières naturelles qui sont des haies quand on crée des choses. Aujourd'hui, on a tout un mouvement justement chez nos collègues arboriculteurs pour faire la promotion justement de la création de haies en même temps que l'on plante des parcelles, tout ce qui va viser justement à avoir une séparation physique qui permettra d'avoir la pratique du métier sans que les personnes qui habitent alentour soient gênées. Mais on a besoin... une haie, ça ne pousse pas en 2 jours, quoi. Donc il faut, et comme ça a été dit tout à l'heure, on ne vit pas un scandale innommable qui justifierait que, toute affaire cessante, on modifie nos pratiques. Mais en revanche, il faut s'engager maintenant résolument vers la coexistence entre l'agriculture et les habitants qui amène quand même la mise en œuvre de certains moyens. On est là-dedans. C'est tout le travail que vous faites dans le cadre des vergers ouverts, montrer le lien fort entre l'homme, la production et le territoire. Stéphane Diller, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, il y a un point important, je crois qu'il y a 3 éléments constitutifs pour que les choses se passent bien ou se passent mieux. La première chose, ça va être l'innovation que l'industrie phytosanitaire peut amener. Et depuis 30 ans, cette innovation n'a pas cessé d'arriver avec des produits qui sont de moins en moins dangereux. La deuxième chose, c'est la réglementation. Il faut savoir qu'en Europe, et en France en particulier, et c'est plutôt une bonne chose, on a la réglementation la plus stricte au monde. Ce qui est un élément quand même rassurant de sécurité pour le consommateur et pour l'environnement. Puis la troisième chose qui me paraît importante, et c'est ce que disait Daniel Sauvêtre, c'est tous les efforts que font les producteurs vers les bonnes pratiques pour que lorsqu'il y a besoin de ces produits phytosanitaires, eh ben, ils soient appliqués dans les meilleures conditions. Alors l'exemple évidemment de ne pas traiter quand il y a trop de vent, l'exemple des choses comme ça, qui vont faire en fait que ces pratiques vont pouvoir être compatibles à la fois avec des problématiques environnementales ou des problématiques de santé du riverain et du consommateur. Mais je crois que ces 3 éléments-là sont indissociables d'une part, et d'autre part font que aujourd'hui on peut être plutôt rassuré sur les pratiques qui se font sur les fruits et légumes qui sont produits en France. Louis Orenga, on nage en plein paradoxe finalement. Il faut manger des fruits et légumes, 5 par jour, et par ailleurs, on n'arrête pas de matraquer ces produits-là et les mettre au pilori parce qu'ils sont empoisonnés, entre guillemets, par les produits. Comment on fait pour gérer cette contradiction ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas très facile de gérer ces contradictions, mais ça met en lumière que lorsqu'on s'intéresse à un sujet que sous un angle, on arrive à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que vous mettez 4 spécialistes au chevet d'un malade, le malade meurt. Mais chaque spécialiste vous explique que pourtant, lui, dans son domaine, il a fait ce qu'il devait faire. Oui, mais à l'arrivée, on n'a pas sauvé le malade. Et donc, le problème d'approcher que sur des éléments... Alors,
Moi, je peux démontrer que sur tel ou tel point, alors je vais dire deux choses qu'il ne faut jamais dire, comme ça me sera clairement reproché. Ce sera fait. Voilà. Le risque zéro n'existe pas. Et les phytos, par définition, c'est comme pour les médicaments pour les hommes, c'est une matière active, qu'elle soit chimique ou qu'elle soit naturelle. Elle a un effet, d'ailleurs, sinon on ne l'utiliserait pas. Et c'est parce que tout le monde sait, et je pense que tout le monde l'a de plus en plus pris conscience, qu'évidemment, il y avait des précautions à prendre, que ça doit rassurer les gens de se dire, et qu'on annonce que oui, c'est à utiliser avec précaution. Et quand ça doit être utilisé, on doit l'utiliser. Quand ça ne doit pas être utilisé, ça ne doit pas être utilisé. Parce que si on dit le risque zéro existe et que je ne fais pas attention, c'est là où je m'inquiète. Voilà. Donc clairement, ça doit être le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'on doit former les gens, qu'on doit expliquer, etc. La deuxième chose, là aussi, suivant l'angle qu'on prend, alors je vais dire encore une fois quelque chose qu'on ne devrait pas dire. J'ai entendu dans une émission, il n'y a pas longtemps, que s'il y avait bien un secteur qui pouvait totalement se passer de produits phytosanitaires, c'était bien le secteur des fruits et légumes. Alors, je vais dire quelque chose qu'il faut dire. Oui, c'est vrai. De la même manière que si on me dit que aller de Paris à Perpignan à pied, c'est possible, eh ben c'est vrai. Le problème, c'est pas ça. C'est que si on me dit qu'il faut que j'aille de Paris à Perpignan en 24 heures, là, je ne sais pas le faire à pied. Je peux y aller éventuellement avec un peu plus de temps à bicyclette ou en train. Puis si on me dit qu'il faut faire en 3 heures, là je vais. Donc le problème n'est pas d'annoncer quelque chose. Le problème est de se mettre tous d'accord ensemble sur qu'est-ce qu'on veut demain entre les attentes citoyennes, les demandes des consommateurs et la capacité qu'a une filière à répondre à ces attentes et à cette demande. Et ça, c'est le vrai sujet. Mais si on ne se rend compte pas, on peut toujours chacun de notre côté mettre des points précis où on va démontrer que chacun a raison. Et d'ailleurs, chacun aura quelque part raison. Sauf que le consommateur, pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, il va nous interpréter en disant « je n'y comprends plus rien ». Et à juste titre, puisque chacun aura vu. Alors, par rapport à la question qui était posée, oui, aujourd'hui, le vrai risque, où l'ensemble de la communauté scientifique, qui connaît bien aussi problèmes phytosanitaires, qui connaît, on va aussi employer un autre mot qui fâche, les interrogations qu'on a sur des perturbateurs endocriniens, etc. Tout ça, les scientifiques savent. Et l'ensemble des scientifiques dans le monde considèrent encore que le vrai risque aujourd'hui en termes de santé publique, c'est qu'on n'arrive pas à augmenter la consommation de fruits et légumes, car ce risque-là, peut-être qu'il existe. Évidemment qu'il faut le maîtriser, et évidemment qu'il faut faire attention, mais c'est l'arbre aussi qui peut cacher la forêt, parce que le vrai risque qui fait un vrai consensus international, c'est que si on supprime les productions de fruits et légumes, on aura des problèmes d'environnement, de déprise agricole, etc. Et qu'en termes d'équilibre alimentaire, eh bien, on recréera demain des problèmes qui sont sans commune mesure avec les problèmes qu'on essaye de régler par rapport aux phytos. Donc, je ne veux pas faire dire ce que je n'ai pas dit, c'est un problème. Il faut trouver des solutions, il faut voir le champ du possible, se mettre d'accord sur les champs du possible et bien avoir à l'esprit qu'on ne peut pas aborder la chose, aussi importante soit-elle, et c'est un sujet important, en oubliant d'autres fondamentaux, qu'aujourd'hui, le problème d'équilibre alimentaire et nutritionnel, c'est de manger équilibré, et que pour y arriver, tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit augmenter la consommation de fruits et légumes. Et il faut trouver les moyens objectifs et les plus factuels pour arriver à cette augmentation. Louis Orenga, justement, vous êtes un professionnel de la communication. Comment peut-on s'accaparer, ou la filière peut-elle s'accaparer du débat sur l'utilisation des phytosanitaires? La question est vraie également pour vous, Daniel Sauvêtre. Moi, je pense, encore une fois, que la manière dont on doit l'aborder, c'est reposer les bonnes questions. C'est-à-dire, c'est la première chose, c'est nous devons garder une capacité en France. Et comme dans chaque pays, d'ailleurs, notamment européen, chaque pays doit garder une capacité de production importante de fruits et légumes. Parce que si on ne garde pas ces capacités de production, nous n'atteindrons pas les objectifs, y compris en termes de santé publique, de consommation et de réassurance consommateur. Première chose. Et d'ailleurs, ce n'est qu'en maintenant ces capacités de production nationales qu'on aidera aussi aux échanges internationaux. Les deux ne sont absolument pas, et on est ici bien placé pour le dire, incompatibles. Là aussi, il faut arrêter d'opposer les deux. Les deux sont complémentaires si l'objectif commun est d'arriver à maintenir les niveaux de consommation. Et la deuxième chose, c'est en termes de consommation, de rappeler les vrais
enjeux et qu'une fois qu'on a défini ces vrais enjeux, et ça il faut le poser en termes d'information globale, que d'ailleurs ensuite on traite dans ce contexte-là de dire quel type d'utilisation on doit avoir pour garantir ce niveau de production et le niveau de consommation, là c'est pertinent. Donc il faut remettre l'information au bon niveau. Si on l'aborde que sous l'angle phytosanitaire, et à l'intérieur d'ailleurs des phytosanitaires, que sous un angle particulier à l'intérieur des phytosanitaires, je vais avoir 100 personnes qui vont, les 100, avoir raison sur ce qu'ils vont dire, sauf qu'on va tuer le malade. C'est-à-dire qu'en gros, on va peut-être ne pas atteindre les objectifs de santé publique, et en plus, c'est sûr, on n'aura plus de producteurs. Stéphane Diller, vous voulez ajouter quelque chose? Juste réagir par rapport à un point qui a été dit, c'est que dans une enquête récente qui a été faite par BVA, le consommateur français, je pense que Delphine Borde va pas me contredire, le consommateur français recherche d'abord des produits d'origine française, avant tout. Et donc il faut, je pense aussi, que tous ensemble, on se donne les moyens à ce que cette production française soit la plus diversifiée possible, de qualité, et à des prix qui soient accessibles à la plupart des consommateurs. Et je crois que s'il y a une question à se poser, c'est bien celle-là qu'en fait. Parce que voilà, il faut se poser la question, qu'est-ce que recherche le consommateur avant tout qu'en fait. Oui, Delphine? Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On rajoute aussi qu'il soit bon pour la santé, bon pour l'environnement, et je pense qu'on est complet et du coup qu'on est tous un peu sur la même... Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de la notion de risque. Justement, dans le comité consommateur de l'interprofession des fruits et légumes, un sociologue est intervenu en début de mois d'avril, Monsieur Fischler, qui nous indiquait, et ça nous a beaucoup marqué, nous, associations de consommateurs, les divergences de perception des risques. Il y a la perception du risque par le consommateur, et on s'est rendu compte avec les chiffres. Alors, malheureusement, je ne les ai pas, j'attends la présentation de ce monsieur. Louis va nous les rappeler, il les a en tête. En gros, la perception du risque par le consommateur n'a strictement rien à voir avec la réalité du risque comme elle ressort des scientifiques en réalité. Et on a été effarés, nous, associations de consommateurs. Donc en fait, en gros, pour résumer, le consommateur des fois voit des risques énormes sur des choses qui scientifiquement ne représentent pas vraiment un gros risque, et le contraire, des consommateurs sont rassurés de certaines choses qui en fait représentent un gros risque. Et ça, vous voyez, nous, en tant que représentants d'associations des consommateurs, c'est très bien qu'on ait des informations telles que celle-ci. C'est très important, et ça montre bien que les consommateurs n'ont pas vraiment des vraies sources d'informations. Alors Louis, les chiffres, et puis après on va donner la parole. En fait, il n'y a pas vraiment de chiffres. Là. Ce qui a été démontré, et c'est ça le risque qu'on dit médiatique, c'est qu'à partir du moment où on sensibilise les consommateurs sur quelque chose qui n'est pas forcément dans la hiérarchie du risque pour les professionnels comme pour les scientifiques, eh bien on va de fait tromper la perception de la société et la réalité du risque pour le consommateur. Donc ça, il faut l'éviter. À l'inverse, il faut être clair. Lorsque les scientifiques et les professionnels identifient un risque, même que le consommateur n'a pas identifié, on doit aider le consommateur à identifier ce risque-là. C'est pour ça qu'il faut que ce soit dans les deux sens. Et au niveau du conseil consommateur de la Prifel, effectivement, il nous est arrivé aussi d'aborder des sujets qui ne sont pas dans le domaine du grand public et de dire aux associations de consommateurs, là on est face à un problème qu'il va falloir régler. Et on a essayé d'anticiper en disant ça c'est un risque qui pourrait arriver. Donc voilà, on tient à vous dire, on va essayer de mettre en place tout ce qu'on peut. Et c'est pour ça que donner des affirmations de part et d'autre, sans dialogue, on arrive à une société qui va plus fonctionner. Il faut arriver, quand il y a un problème, à en discuter, se donner le temps en disant on se donne tant de temps pour le régler, et surtout arrêter de faire de la communication pour faire semblant qu'on a eu un accord ou pour faire semblant de régler un problème d'ailleurs qui n'est pas le vrai problème, donc ça c'est facile. On crée une situation, telle ou telle, puis après on dit bah voilà on l'a réglé. Oui, le seul problème c'est que ce n'était pas le vrai sujet. Donc je pense que tant qu'on n'arrivera pas, et c'est compliqué, je n'ai pas totalement la réponse à la question, mais tant qu'on n'arrivera pas à dépasser ça en termes d'information, on sera dans des domaines compliqués. Et on revient à la base de notre discussion. Quel que soit le moyen qu'on va utiliser, si au départ, il n'y a pas un dialogue entre les gens, de toute façon, la deuxième question ne se pose même pas, puisqu'on ne s'est pas mis d'accord sur le champ des passibles. Daniel Sauvêtre. Non, je voulais juste réagir pour dire que je me suis marré à regarder
la façon dont on peut Bise. interpréter ce que l'on dit. Il s'appelle puisque Bise. finalement, on dit, bah oui, c'est comme Tchernobyl, le nuage, il s'arrête. Ou après, quand Louis parle, 5 pesticides par jour. On voit les difficultés de la communication. Je crois que c'est bien illustré. En tous les cas, j'ai bien ri. Je pense qu'on a besoin maintenant, il faut qu'on fasse, vous savez, il y a eu le Grenelle de l'environnement. L'année dernière, on a fait les assises des fruits et légumes. Je crois qu'il faut qu'on arrive à avoir une rencontre qu'on pourrait appeler les assises de la protection des plantes, où on essaie quand même de tout mettre sur la table, ce qu'a évoqué très bien Louis, tous les enjeux à la fois, et qu'on montre ce que j'appelle moi le chemin des crêtes, c'est-à-dire la voie moyenne que l'on se donne à suivre pour protéger l'environnement, le consommateur, produire et optimiser tout ce que nous savons aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à le faire. J'étais frappé l'an passé. On a eu un colloque qui était organisé par le député Dino Cinieri à l'Assemblée nationale sur les abeilles. Et ils avaient pris la liberté d'inviter tout le monde, c'est-à-dire les ONG, vraiment tout le monde. Et c'était frappant de voir que quand on a, dans une enceinte comme celle-ci, où chacun sent qu'il y a un certain prestige, il faut donc maîtriser sa parole, eh bien, on a eu un large panel des communications. Il en ressortait très nettement la voix de la raison, avec des éléments extrêmement pertinents, argumentés, et on faisait proportionnellement toutes les peurs faciles qui diffusent bien dans les médias étaient nettement estompées. Moi, je pense qu'on a besoin de plus en plus, dans un monde aussi complexe que le nôtre, de trouver les moyens de redonner la parole à la science, redonner la parole à des messages plus équilibrés. Il faut qu'il y ait des lieux où on puisse accepter d'élever les recherches que l'on se donne. Stéphane Diller, redonner la parole à la science, vous y arrivez ou finalement vous êtes toujours sur la défensive dans votre communication? Alors oui, redonner la parole à la science, oui, mais à condition que cette science, elle soit comprise et compréhensible. Et c'est bien toute la difficulté, parce qu'on peut toujours donner la parole à des experts. Si au bout de la chaîne, le consommateur ne comprend pas ce que veut dire l'expert, ou tout au moins que les propos de l'expert peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est d'abord un problème, à mon avis, aussi de pédagogie. Moi, je voudrais revenir sur la notion de risque que Delphine Borde a abordée tout à l'heure. Très souvent, on confond cette notion de risque et de danger. Donc, je rappelle, le risque, c'est le danger par l'exposition. Et je vais prendre un exemple très simple. C'est le soleil. Quand on est exposé trop longtemps au soleil et qu'on est bras nus, eh ben, on va prendre un coup de soleil. Okay. Ça, c'est le risque de prendre le coup de soleil. Si par contre on prend des bonnes crèmes solaires et qu'on met un t-shirt à manches longues, on n'a aucun risque d'attraper un coup de soleil. Ben, voilà une image qui est facile à comprendre de la part de tout le monde et qui explique de manière assez simple ce que c'est que cette notion de risque et de danger. On est effectivement quand on travaille avec des produits phytosanitaires qui soient de manière conventionnelle ou d'utilisation biologique, on est sur des produits qui ne sont pas anodins, bien évidemment. Et donc, on doit absolument gérer cette notion de risque et de comprendre ce que c'est qu'un risque, un danger et une exposition. Déjà ça. Je pense que la plupart des gens avaient compris ce message-là, ça serait déjà formidable. Daniel Sauvêtre, on se souvient de l'émission Envoyé spécial en mars 2015. Je m'en souviens très bien, oui. NPP s'en souvient très bien, vous aussi. Depuis mars 2015, donc, quelle stratégie avez-vous mis en place pour minimiser les effets de ce type d'émission en charge et les dégâts que ça peut produire surtout? Je ne suis pas sûr qu'on ait réussi. Franchement, le rapport de force n'est quand même pas en notre faveur quand on est face à une émission qui a un tel impact. Mais justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On s'est dit que c'était pas la bonne stratégie n'était pas de réagir ou de tenter de réagir. Ça ne marcherait jamais, on ne serait jamais dans le bon rapport de force de communication. Non, ça nous a incité justement à être dans une démarche plus ouverte, verger ouvert que l'on va multiplier. On développe des contenus pour pouvoir décrire sur une chaîne YouTube ce que nous faisons dans nos vergers et comment nous protégeons les fruits. Voilà, c'est cette idée de dire nous devons en permanence
plutôt que d'être dans la réaction, être de manière proactive dans une communication tournée vers les consommateurs, tournée vers tous ceux qui s'intéressent aussi, puisqu'encore une fois, on voit beaucoup de journalistes ou de journaux régionaux qui s'intéressent à nos vergers ouverts et qui viennent et qui nous font des papiers qui sont plutôt extrêmement proches de ce que nous vivons. Donc on pense aussi qu'il y a un effet papillon de toutes ces initiatives qui finalement arrivent à contrer la déferlante de telle ou telle émission, comment on les appelle, cash, investigation, envoyé spécial. Moi, ce qui me déçoit, mais là, je le dis parce qu'il y a du monde dans la salle, peut-être que si on est assez nombreux, j'en ai parlé à Emmanuel Macron l'autre jour, il m'a dit, oui, c'est pas bête, j'y pense moi aussi, il faut privatiser Emmanuel Macron, il dit à tout le monde, oui, c'est pas bête en même temps. Mais comme on vivait très mal le fait qu'avec l'argent du contribuable et la redevance, on puisse faire des émissions quand même aussi tordues. Alors que moi, je rêve de payer ma redevance pour avoir la BBC, c'est-à-dire quelque chose de droit, enfin, qui fasse que je sois fier d'avoir une information objective. Mais si c'est pas ça, je privatise. Donc je crois qu'il faut qu'on demande de privatiser France 2 et à chaque fois qu'on s'égare de l'orthodoxie, eh bien, on peut au moins se libérer. Peut-être on se ferait plaisir. Et Macron est d'accord. Louis Orenga, nous avions une discussion à apporter avant ce débat tout à l'heure. Vous me disiez, les ONG, ce sont les gentils, les agriculteurs, ce sont les méchants. Est-ce que ces rôles sont définitivement figés? Est-ce que c'est peine perdue de vouloir les inverser? Alors, je pense que comme nous sommes des bipèdes, on aime bien les choses simples. C'est-à-dire qu'il y a les gentils, les méchants, le blanc, le noir, le vrai, le faux. Et ça, c'est vrai que la pub, c'est simple. Quand on fait de la pub, voilà, en 15 secondes, on dit, n'est-ce pas, il est bien mon produit, voilà. L'information, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que d'abord, je ne sais pas dire ça, je ne sais pas donner une information en 20 secondes. Si elle est en 20 secondes, forcément, elle est tendancieuse dans un sens ou dans l'autre. Et deuxièmement, le problème de l'information, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord, d'abord sur le constat, et ensuite sur l'information qu'on doit donner. Alors effectivement, si on reste dans la posture de dire un secteur économique défend des intérêts et une ONG défend des causes, et donc par définition, l'intérêt économique a toujours tort et la cause a toujours raison. La réalité est plus complexe. On ne défend pas une cause sans un modèle économique derrière qui permette de continuer à défendre la cause. Et d'un autre côté, quand on est en collectif, lorsqu'on défend toute une filière, un produit qui est les fruits et légumes, il y en avait il y a des milliers d'années. Et j'espère qu'il y en aura dans des milliers d'années. On défend des métiers génériques. On ne peut pas se permettre de défendre des intérêts contre l'intérêt général ou l'intérêt public ou le consommateur. Ça, c'est une vision simpliste. Alors c'est facile d'aller dire ça et tout le monde va se dire bah oui, c'est logique. Ouais, mais c'est pas logique du tout. Et justement, il faut casser cette logique, évidemment simple à comprendre. Si je fais une pub en 10 secondes, je dis voilà, il y a les gentils et il y a les méchants. Et puis je vous explique qu'eux, ils défendent des intérêts et les autres une cause. Ça marche, il n'y a aucun problème. Si on fait une thèse pour me démontrer que ça va marcher, je fais l'économie de la thèse. On aura gagné 3 ans pour l'étudiant qui va essayer de le faire. Moi, mon sujet, c'est comment je fais pour dire et expliquer que ce n'est pas si simple que ça. Et que, notamment, et pourquoi je valorisais tout à l'heure le dialogue collectif et institutionnel, parce que le collectif et l'institutionnel, sur des produits pérennes, ils ne peuvent pas s'amuser. On ne peut pas s'amuser à faire un coup. Si moi, je dis une énormité demain aux associations de consommateurs, qui 2 mois après vont me démontrer que j'ai dit quelque chose, mais dont je savais que c'était totalement faux, mais quel dialogue je vais avoir dans le temps? C'est juste pas possible. À l'inverse, si les associations de consommateurs me disent un truc et font autre chose en disant je sais que c'est vrai, mais je vais dire le contraire, je vais leur dire excusez-moi, je ne peux plus avoir de dialogue avec vous. Donc la réalité de ça, c'est casser ce dogme si facile. Je reconnais que ça marche très bien. Tout l'enjeu et la responsabilité des filières économiques et des gens qui représentent d'une manière générale ce qu'on appelle la société civile, c'est de dépasser ça pour avoir le courage des uns et des autres d'aller vers l'autre. Delphine Borne. Je rejoins ce que dit Monsieur Orenga. Voilà, c'est un dialogue, c'est mutuel, c'est de la confiance mutuelle. Hein, et voilà, et s'il y en a un qui trahit l'autre, le dialogue est terminé. Et d'ailleurs, je voulais en profiter parce que parmi les solutions, je me base sur une étude de la Commission européenne, l'Eurobaromètre de 2010, qui révélait que les Européens, donc c'est une étude qui est faite au niveau européen, a classé, en fait, cette étude a permis de classer les
les personnes et les instances dans lesquelles le consommateur a le niveau de confiance le plus élevé pour les informations transmises. Et sachez que les organisations de consommateurs arrivent en 3e position, derrière les médecins, les professionnels de santé, la famille et les amis. Et ensuite, et c'est même devant les scientifiques, les groupes de protection de l'environnement, Ne nous l'ANSES... dites pas où les journalistes on est, Ouais. hein, parce que Non, sinon mais on s'en donc, va. voilà, on est quand même 3e association de consommateurs et c'est pas pour rien, c'est parce que justement on a ce rôle-là de dialogue et de charnière entre ceux qui consomment et ceux qui font en amont. Donc je pense qu'on a un rôle indispensable à ce niveau-là. Stéphane Diller, moi, il y a, à propos de statistiques européennes, récemment, c'est le ministère de l'Environnement qui l'a publié en plus, a publié les chiffres d'usage de produits phytosanitaires par pays en Europe, mais ramenés à la surface agricole utile, à la SAU. Et la France, qui est le premier ou le 2e consommateur d'Europe en produits phytosanitaires, parce que c'est la première agriculture européenne et le plus grand pays d'Europe, etc., se retrouve en 7e ou 8e position, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il y a un bon effort qui est fait. Il y a déjà ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire transférer ce message ? Alors oui, parce qu'avec un chiffre brut, on peut lui faire dire n'importe quoi. Et vous avez tout à fait raison de dire que sur la surface, ramenée à la surface, la France est tout juste dans la moyenne européenne. Tout juste dans la moyenne européenne. Mais la France, enfin, je vais dire une vérité évidente, mais c'est un pays très particulier. C'est quand même l'agriculture la plus diversifiée au moins d'Europe, si ce n'est du monde, et il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures en France. Et à chaque fois, à chaque modèle de ces agricultures-là, il y a des pratiques particulières et des enjeux aussi qui sont particuliers. Donc voilà, on ne peut pas dire, et d'ailleurs c'est ce qui fait la force de la France, c'est ce qui fait aussi la force de l'agriculture française, c'est cette diversité, et on a tous intérêt, et je pense que là, tous les gens qui sont autour de la table, y compris peut-être les ONG qui ne sont pas là autour de cette table, ont aussi intérêt à garder cette diversité d'agriculture. Et pour garder cette diversité, il faut aussi une pluralité de solutions. Et je voudrais dire en passant d'ailleurs que les industries phytosanitaires, on dit qu'on utilise des pesticides, oui, ce qu'on appelle conventionnels, mais on fournit 50% des produits qu'on appelle des produits de biocontrôle qui sont utilisés en agriculture biologique. Donc on est aussi dans cette pluralité-là aussi. Daniel Sauvêtre ? Justement, je voulais ajouter le fait que dans l'agriculture que l'on appelle conventionnelle, on utilise de plus en plus de produits de biocontrôle qui sont homologués pour l'agriculture biologique. Et encore une fois, c'est vrai que c'est peut-être l'événement lié à toutes ces communications sur les produits phytosanitaires, puisque maintenant je pense que les consommateurs prennent conscience que c'est pas parce que la production elle a le logo AB qu'elle n'a pas reçu une protection phytosanitaire et que les produits qui sont utilisés ne sont pas si neutres que ça. Vous savez qu'on utilise tous du cuivre et c'est un produit naturel, mais pour autant on s'est posé la question de savoir si jamais on pouvait à nouveau inscrire cette matière active compte tenu du fait qu'en quelques centaines d'années, et ça passe vite, quelques centaines d'années, on peut stériliser un sol. Donc, encore une fois, on s'aperçoit peut-être avec le fait d'exacerber le débat que la voie, c'est la voie du milieu et que c'est pas forcément des produits phytosanitaires de synthèse qui sont un problème. Quelquefois, on peut avoir des produits naturels qui sont un problème et qu'on va de plus en plus vers une combinaison des deux. Et en tous les cas, il faut les apprécier les uns les autres avec les mêmes critères et ne pas dire c'est naturel, c'est bon. Vous savez qu'on a eu la longue polémique avec l'huile de Nîmes, puisque cette huile de Nîmes étant forcément issue du margousier naturel, tout le monde se dit c'est parfaitement bon, et on a eu toutes les peines du monde à faire homologuer, et si elle n'était pas homologuée, il n'y aurait peut-être pas de production biologique dans ce pays, alors que c'est un perturbateur endocrinien, et qu'on me disait à la DGL que ce produit il avait quand même un profil toxicologique trop dangereux pour l'utilisateur, et qu'il serait peut-être jamais utilisé. De grâce, quoi. Il faut remettre un peu de raison dans tout cela, quoi. Stéphane Disler, il semblerait que le tableau ne soit pas si noir que ça, puisque l'UIPP a mené une étude qui dit que les riverains entretiennent de bonnes relations avec leurs voisins agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette étude ?
Alors oui, c'est une étude qui est très récente et qui fait écho à certaines polémiques qui ont été lancées encore ces derniers temps. Et l'UPP a voulu savoir ce qu'il en était réellement. Et quand on interroge plus de 1000 riverains qui sont à proximité des champs des agriculteurs ou qui sont à proximité des fermes, on s'aperçoit en fait que ces mêmes riverains ont de très bonnes relations avec ces agriculteurs-là. Plus des 2/3 de ces riverains déclarent avoir des relations qui sont tout à fait excellentes, tout à fait bonnes avec ces agriculteurs-là. Il y a, je crois, le chiffre était de 0,8%, 0,8% de riverains qui ont un litige avec des agriculteurs, et souvent ce litige n'est pas lié forcément d'ailleurs à l'utilisation de produits phyto, c'est souvent lié à des problèmes de cadastre ou de voisinage très très classiques comme tout à chacun on pourrait avoir. Voilà. Ce qui est aussi un autre élément intéressant de cette étude, c'est que ces riverains font confiance à leurs agriculteurs dans l'alimentation. Et je pense que ça, c'est un point très important aussi. Alors on s'achemine vers le mol de la fin. Delphine, Daniel Sauvette d'abord. Même si ce sont que 0,8%, notre message, c'est de dire qu'à chaque fois qu'un voisin a un souci, il faut aller le voir, il faut écouter sa demande et il faut voir avec lui comment trouver une solution. C'est ça la démarche. La démarche doit toujours être de se tourner vers celui qui est indisposé par la pratique agricole et voir comment on peut améliorer les choses. Ça ne peut pas être autre chose, c'est notre message. Alors ce sera le dernier mot de Daniel Sauvette, le dernier mot de Stéphane. Et encore, c'est le dialogue qui est important, parce que le dialogue doit se faire entre les représentants des parties prenantes telles que nous sommes aujourd'hui, hormis les ONG, mais c'est pareil entre effectivement riverains et agriculteurs. Il doit y avoir ce dialogue nécessaire pour que les uns expliquent les enjeux des autres. Le dernier mot de Delphine Borne. Oui, alors moi j'avais juste deux petites choses. Là, quand vous parlez de la confiance des consommateurs, quand même, moi je relève toujours de cette étude d'Eurobaromètre de 2010 que quand même il y a un Européen sur 5, c'était en 2010, donc avec les crises on pourrait et penser le chiffre peut-être un peu plus élevé aujourd'hui, un Européen sur 5 qui a cité les produits chimiques, pesticides et autres substances comme source de préoccupation majeure. Donc les gens se posent des questions. Et je voulais rebondir sur le bio. Justement, c'est le rôle de tous, et nous aussi, association de consommateurs, on essaie d'expliquer aux consommateurs, on n'est pas pour, on n'est pas contre le bio, on veut juste expliquer ce qu'est le logo AB, l'agriculture biologique, parce que ce n'est pas ce que le consommateur croit, on est encore avec une différence entre la perception et la réalité. Alors ça, ce sera le débat de l'an prochain. Le dernier mot de Louis Orenga. Non, je dirais simplement que appliquons le principe de précaution à une communication tout azimut sur les phytosanitaires ou les pesticides ou comme on veut les appeler, puisque j'ai vu que maintenant il y a même un nouveau mot pour les produits qui seront dits entre guillemets naturels. Appliquons le principe de précaution parce que in fine, gérons le risque si demain on met à mal tout le système productif français en fruits et légumes et que si demain on arrive à une situation où à un prix accessible pour tout le monde, on arrivait non pas à consommer 5 fruits et légumes par jour, mais qu'on arrive à démontrer qu'on a redescendu le niveau qui aujourd'hui est encore trop faible. Donc attention, moi je dis attention au risque, principe de précaution, débattons des choses, posons les problèmes, mais n'oublions pas qu'à l'arrivée, il faut que le consommateur soit effectivement en bonne santé et les bons produits, et que chaque spécialiste finisse pas par faire disparaître et la production et la consommation de fruits et légumes. Le dernier mot de Michel Bru. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous. Bonne fin de Medfel. Rendez-vous l'année prochaine. Je veux remercier vous quatre d'être présents, et Michel aussi évidemment, ceux qui m'ont aidé. Saïda Barna d'Aprifel, Nicolas Marquet et Eugénia Pomaré de l'UIPP et Jocelyn Saint-Raymond de la NPP. Et le dernier mot, c'est que les absents ont vraiment eu tort. À l'année prochaine. Merci.